Bonjour, je fais cette petite vidéo pour témoigner de ce qui s'est passé au Ultra Trail du Haut-Gifre. Je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de témoignages de coureurs là, sur la manière dont ça s'est passé, dont ils ont vécu les choses. Et je pense que c'est intéressant d'apporter mon point de vue peut-être de témoin, parce que j'étais au niveau de la pointe d'Angolon quand les événements terribles se sont passés. Alors je ne vais pas du tout aller sur le terrain des responsabilités, de savoir si l'organisation est responsable ou pas. Voilà, ça j'ai pas de compétences juridiques par rapport à ça. Par contre, j'ai peut-être des compétences pour savoir dire ce qui a bien marché et ce qui n'a pas marché, quoi. Un peu plus de 10 ans d'expérience dans l'ultra. J'ai vu des choses qui sont pas très bien passées dans ce trail-là, mais qui se reproduisent dans d'autres trails aussi. Donc ce que j'espère, c'est qu'avec cette petite vidéo, si quelques organisateurs la voient, c'est que ça puisse aussi et surtout améliorer la sécurité des futurs trails, quoi. Et je me permettrai aussi de redonner quelques petits conseils de matériel, parce que je pense qu'il y avait quelques basiques qui n'étaient pas respectés au niveau des coureurs également, quoi. Donc voilà, je brûle d'envie d'en parler, donc je vais essayer de le faire. Et puis avant de commencer aussi, voilà, je voulais vraiment très chaleureusement saluer toutes les personnes voilà, qui ont vécu ces moments vraiment douloureux, quoi. On a des images voilà, qui resteront gravées longtemps dans nos mémoires. Donc des moments très difficiles qu'il va falloir digérer, évidemment, notamment les glissades des trois personnes là. Donc voilà, évidemment pour la famille des victimes, si vous tombez là-dessus, toutes nos condoléances. Sachez que ça nous a, je pense, rendu pas mal malade quand on a appris ce qui s'était passé. Et puis pour les blessés, on espère que quand vous irez un petit peu mieux, surtout donnez-nous des nouvelles, quoi. Faites quelque chose pour qu'on sache mieux ce qui s'est passé, puis comment vous allez. On est beaucoup à s'inquiéter, je pense, tous les jours sur votre sort, quoi. Euh, Malheureusement, on pouvait rien faire parce qu'on était vraiment en mode survie. Mais sachez que tout ce qu'on voulait, c'était vous venir en aide, mais c'était clairement pas possible, quoi. Ça aurait été, je vais pas dire du suicide, mais presque d'y aller, quoi. Alors moi je vais vous donner un petit peu ma version des faits. D'abord dans les faits, donc départ à minuit moins quart. Moi je suis arrivé à pleine joue aux alentours de 2h45 à peu près, au kilomètre 13. Ensuite on a un petit passage avant d'entamer la grosse montée vers la pointe d'Angolon, une montée vraiment impressionnante, et c'est au début de la montée que la pluie a commencé et a monté en intensité assez rapidement. Mais surtout, au-delà de la pluie, c'est le fort vent qui m'a étonné. On était vraiment sur de la pluie horizontale. On en reparlera au niveau matériel, mais ça sollicite beaucoup plus le matériel et son étanchéité. Et puis j'étais voilà, au sommet d'Angolon, au kilomètre 17, vers 4 heures du matin, pour démarrer cette descente, voilà, la descente principale, dont le premier kilomètre est celui qui posait problème. Mais ça restait très technique sur à peu près 2 km, j'estimerais. Il m'a fallu 1 heure pour faire ce kilomètre-là. Et j'ai atteint le ravitaillement des mines d'or au kilomètre 25 vers 5h45 du matin. Alors déjà, avant de râler, parce qu'on en a quand même, je pense, beaucoup, on en a gros sur la patate, il y a quand même des choses qui ont bien fonctionné dans ce trail. Une chose, euh, une chose malheureusement qui n'est pas allée au bout, et qui aurait changé la donne, j'en suis certain, c'est pour moi la première fois que dans le matériel obligatoire, en tout cas dans la liste du matériel, on voit apparaître les crampons. Les crampons qui n'étaient pas obligatoires, justement, mais conseillés, quoi. Il faut le saluer. Moi, je pense qu'on va aller de plus en plus vers cette solution-là, parce que ça aurait clairement changé la donne, et dans plein d'autres trails, ça aurait changé. Ça change aussi la donne en termes de sécurité, quoi. Autre chose aussi, où là, faut pas l'oublier, on n'en parle pas assez. En passant à la pointe d'Angolon, les bénévoles ont été on ne peut plus clairs sur les règles de sécurité, quoi. Euh, Ils montraient à chaque passage, ils prenaient la corde à deux mains, ils disaient vous prenez bien, vous gardez la corde à deux mains.
J'ai jamais vu faire ça de manière aussi claire. Les mecs, ils avaient un ton, on n'était pas sur de la rigolade, quoi. Ils savaient qu'on était sur un endroit dangereux. Les consignes étaient extrêmement claires. Vous tenez la corde avec les deux mains. Voilà. Ce qui n'a pas été fait par je dirais, une majorité des coureurs, à commencer par moi. Parce que mes premières erreurs, j'avais pas de carquois, j'avais pas de système pour tenir mes bâtons. D'habitude, les bâtons me gênent pas, donc je les ai gardés à la main. Donc j'avais une main sur les bâtons, une main sur la corde. Voilà. Donc je fais aussi partie peut-être quelque part du problème, comme beaucoup d'autres. Mais en tout cas, les bénévoles qui étaient là-haut, chapeau, vous avez fait vraiment votre boulot. On ne pouvait pas être plus clair sur les consignes à respecter. Autre petite chose aussi qui ont été, je pense, exagérées, je crois que c'était la préfecture qui parlait de chemins qui se sont transformés en torrents et des conditions cataclysmiques. Alors, je vois ce qu'ils veulent dire, c'est après la descente très technique d'Angolon, les chemins en forme de gouttière, il y a de l'eau qui coulait dedans, quoi. C'est quelque chose qu'on voit quand même assez régulièrement sur des trails, mais on n'était pas à un niveau cataclysmique du tout, quoi. Ceux qui ont fait la réunion par des mauvais temps, voilà, ça n'a rien à voir. Et puis l'eau qui coulait ici dans le Haut-Gifre, elle était propre, transparente, quoi. Voilà, c'était pas des torrents de boue, quoi, soyons clairs. Donc, sauf si vous avez des chaussures en Gore-Tex qui éliminent pas bien l'eau à l'intérieur, ça part, quoi. Ça part assez vite. Alors l'eau est froide, hein, certes, mais il n'y a pas de problème plus que ça à mon avis par rapport à ce sujet de torrent de boue qui remplace les chemins. Ça, je suis pas. En tout cas, moi, je l'ai pas constaté comme ça. Je dirais pas que c'était un point critique de la course. Alors, si on parle maintenant un peu des problèmes qu'il y a eu, et ça, c'est valable pour plusieurs. La majorité des trails où j'ai participé, où il y avait des mauvaises conditions climatiques, on nous en informe régulièrement sur la ligne de départ. Vous pouvez nous dire qu'il va se passer tout ce qui peut se passer sur une ligne de départ, on est prêt, quoi. On est habillé, on a tout notre matériel. S'il y a des choses à prévoir en plus, c'est, je pense, un avantage, un progrès de le dire avant. Vous savez envoyer des SMS, vous l'avez fait après la course. Pourquoi vous n'avez pas envoyé un SMS pour préciser que les conditions allaient être à ce point catastrophiques? Parce que, et là je pense que les autres vous me le confirmerez, quand on regardait les prévisions météo avant le départ, on parlait d'averses. Alors je ne sais plus si c'était sur la chaîne météo ou météo.fr ou sur la météo Google, mais ça parlait d'averses. Donc pas de quoi abandonner, ne pas aller sur le départ, quoi. Donc là, bon, pareil, je vais essayer d'éviter de ressasser les commentaires nombreux que j'ai vus sous les vidéos YouTube. Mais non, quand on dit vous savez dans quoi vous vous engagez, vous êtes responsable, vous êtes des adultes, parfois on n'est pas censé retrouver des conditions comme ça sans en avoir été informé, soit par la météo, soit par l'organisation, quelque temps en amont, quoi. Parce que quand c'est comme ça, on peut prévoir de s'habiller un petit peu plus chaudement, prévoir un petit peu plus de matériel de sécurité, ouais. Donc ça n'avait pas été fait. Les infos de déluge, on les a eues sur les lignes de départ et je pense que beaucoup comme moi pensaient que c'était un peu exagéré. Voilà, tout simplement. Ça contredisait quelque part un petit peu ce qu'on voyait sur les sites météo généralistes, hein. Voilà. Après, dans la fameuse descente d'Angolon, donc il y avait des cordes, on était censé pas lâcher. Heureusement, d'ailleurs, je pense qu'on a eu beaucoup peur qu'elle lâche vu la tension qu'il y avait dessus, que beaucoup de monde tenait tout leur poids dessus. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu, on se rend bien compte des conditions sur la vidéo du Parisien. On voit une petite vidéo de quelques secondes, voilà, c'est bien représentatif de ce qui se passait. Grosse pente, mouillée, on voit rien, tout le monde se casse la gueule, surtout ceux qui ont des OK, mais j'y reviendrai. Donc voilà. Alors pour en revenir aux cordes, ouais. En fait, il y avait, je dirais, quelque chose comme 4 cordes qui assez longues, hein. Elles n'étaient pas attachées entre elles, ces cordes-là. C'est-à-dire que quand vous arriviez en bout d'une corde, voilà, vous pouviez tenir le bout à la main, elle n'était pas raccordée à la corde suivante. Donc il fallait lâcher la corde pour prendre celle d'après. Ce qui s'est passé, c'est que parfois les gens avaient tendance à aller un petit peu plus droit dans la pente en descendant. Et une fois à l'avant, il y a quelqu'un qui a dit bon, attendez les gars, stop, on redécale toute la corde vers la gauche, vers un petit peu plus près du ravin, pour pouvoir atteindre la corde suivante sans lâcher la première corde, quoi. Je ne sais pas si je suis clair, mais
Voilà, petit doute là-dessus. J'espère que les blessés ne sont pas liés à voilà, une corde pas, la première corde pas alignée avec la seconde, et du coup devoir marcher un petit peu sans corde, parce que là, la glissade était pour moi quasi irrattrapable. Voilà. Alors, et puis le troisième problème, alors là, faut que je reste calme. Pour moi, une des causes dont on n'entend pas parler de ces accidents, ou des possibles accidents qui auraient pu avoir, hein, ça aurait pu être bien pire, c'est que la majorité des coureurs, moi le premier, sont arrivés là-haut agacés. Pourquoi agacés? Parce qu'il y avait des bouchons de fou jusque-là, quoi. Et ça, c'est insupportable, et ça, c'est valable dans plein de trails. Si ce petit message peut servir aux organisateurs à prendre un peu plus soin des coureurs du peloton et d'arrêter de les envoyer dans des bouchons de folie sur le premier quart de la course, ce serait un vrai plus déjà pour la qualité de la course des coureurs du peloton comme moi, mais aussi c'est que les gens agacés doublent, ils en ont marre d'attendre, d'accord? Et je pense que les coureurs d'expérience, vous avez déjà vu plein de fois des gens prendre des risques pour doubler sur les côtés quand vous êtes sur des singles. Voilà. Et j'en ai vu dans la descente d'Angolon. Est-ce que c'était l'impatience, l'énervement ou le froid aussi, mais lâcher la corde pour doubler des personnes et descendre sans être attaché à la corde. Alors vous avez beau dire ce que vous voulez, c'est pas bien, mais ça se fait, ça se fera toujours comme ça. Et à un moment donné, il y a des gens plus impatients que d'autres qui vont doubler, quoi. Et je vous redonne mes temps de passage, hein. Voilà. Arrivé au kilomètre 13 à pleine joue à 2h45. Vous voyez la vitesse moyenne. Il y a des bouchons de folie dès le début de Samoins. Quand on fait le tour du village, et après c'est direct single, grosse attente. Et ensuite sur le single, tout au long de la montée, et ben, on avance, on s'arrête, on avance de 4 pas, on s'arrête. Moi j'ai rarement vu ça, quoi. Je dirais qu'on est au niveau au niveau des bouchons, on est au niveau de la nullité de la fameuse Maxi Race il y a 3-4 ans, je crois. J'y étais, qui a été un petit peu médiatisé parce qu'il y a eu quelques photos impressionnantes qui ont été postées. Bon là, la nuit, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas eu de photos impressionnantes de poster, c'était parti pour finir dans l'oubli. Mais non, moi je l'oublie pas ça. On était tous gavés des bouchons de folie qu'il y avait dans cette course-là. Et ça participe pour moi au problème de sécurité qu'il y a eu à Angolon pour les gens qui en avaient marre et qui étaient pressés de descendre. Voilà, soyons clairs, quoi. Donc les organisateurs, prenez ça en compte, essayez de mieux organiser votre trail, c'est quand même le basique, hein, c'est une épreuve athlétique sur des chemins, il faut que ça avance, quoi. Et il y en a plein qui se font avoir, hein. Je pense notamment TDS 2021, où en étant toujours, enfin dans les bouchons, en ne pouvant pas aller plus vite, sauf à doubler sur des singles. TDS 2022, on était limite à la première barrière horaire de se faire sortir à cause des bouchons de folie qu'il y avait sur le début de la TDS. Bon, je crois que j'en ai pas entendu beaucoup parler. Ça c'est un problème, il faudrait vraiment le prendre en compte parce qu'on en a un petit peu marre de ces choses-là et on voit que ça peut avoir des conséquences extrêmement graves par la suite. Donc voilà moi ce que j'ai pu constater. Après, au niveau du froid aussi, c'était quelque chose d'assez localisé, hein, aussi, il faut le dire. Par exemple, moi j'avais 2 paires de gants sur moi. Euh, j'ai dû je les ai mis à la pointe de l'engoton. Je les ai enlevés pour mettre les crampons, on va y revenir. Ils étaient trempés et pleins de boue. J'en ai pas remis, quoi. J'en ai pas remis des secs après la fameuse descente. J'étais sans gants, je pouvais pas remettre mes gants pleins de boue et j'avais pas extrêmement froid aux mains, quoi. Le gros coup de froid, c'était vraiment sur la fin de la montée et sur le début de la descente, hein. Vraiment, le vent conjugué au froid et à la pluie, ça nous a tous tués. Mais une fois qu'on descendait, ça allait un petit peu mieux. D'ailleurs, toute la partie jusqu'au lac des Mines d'Or était alors froide, évidemment, on avait froid, mais on grelottait plus comme on grelottait dans la descente, quoi. Voilà ce que je voulais dire à propos de ça. Alors, si je peux me permettre, quelques conseils. Malgré les conditions annoncées très froides, la plupart des coureurs, je dirais plus de la moitié, étaient en short quand même, quoi. Alors, moi j'étais en long, j'ai pas eu du tout trop chaud. Je sais pas, quand on nous annonce des conditions extrêmement difficiles, vous mettez des manches longues, quoi, surtout en départ la nuit, quoi. Vous vous rechangerez après au lever du soleil, surtout qu'ils annonçaient l'arrêt de la pluie. Donc on était beaucoup à se dire on va se faire doucher sur la première moitié de course,
mais à la mi-course, on va arriver fin de la pluie, on change sec et c'est reparti jusqu'à la fin de la course sec, quoi. Certaines courses, on n'a pas la chance d'avoir ça. Donc pour moi, les gens n'étaient pas suffisamment habillés, quoi. Pareil, au lieu d'acheter des chaussures à 250 euros qui glissent dès qu'il y a un brin de boue, achetez-vous une casquette étanche. C'est super efficace sur la pluie. Vous transpirez pas de manière exagérée quand il fait froid. Moi, elle m'a vraiment bien aidé la casquette étanche, quoi. Donc achetez ça, quoi, ça coûte rien. Alors au niveau des chaussures aussi, alors là c'était impressionnant, notamment dans les quelques petites descentes avant pleine joue, tout le monde se cassait la gueule, ou ouais, la moitié faisait des chutes, euh, énormément de Hoka. Alors, j'ai mis le t-shirt Hoka pour montrer, enfin j'ai rien contre la marque Hoka, j'en ai déjà eu, mais apparemment c'est absolument pas la chaussure adaptée quand il pleut et quand c'est gras, quoi. Euh, et c'était vraiment étonnant. Je regardais un petit peu les chaussures de ceux qui tombaient et c'était souvent des Hoka. Non, alors on va reparler peut-être de basique, mais là, j'ai pris deux paires de chaussures. Quand c'est gras et qu'il pleut, voilà, vous prenez quelque chose de type speed cross, ok, avec des crampons marqués et des crampons relativement espacés pour purger la boue qui est dedans, pour purger la terre. Ça marche sur de la boue. Voilà. Si vous mettez la chaussure de Kylian Jornet, voilà, ça marche pas sur la boue. Ça, c'est des patins, ça. Et je pense que les Hoka, on est un peu dans cette idée-là, d'accord. Des marquages, des cramponnages assez serrés les uns les autres, pas très hauts, et ben ça se transforme en patinoire, quoi. Donc vous prenez des chaussures adaptées. Pour moi, dans votre set de chaussures, vous avez une paire chaussures gras hiver qui tient le pavé, quoi. En prenez, si vous ne savez pas quoi prendre, vous prenez les Speedcross, c'est pas cher. Vous pouvez en avoir pendant les soldes à des prix tout à fait accessibles. Vous achetez ça et puis vous arrêtez de vous poser des questions, quoi. Vous prenez les chaussures adaptées à votre terrain, quoi. Ça me paraît pas très compliqué. Vous mettez pas des Hoka super larges quand il fait mauvais, quoi. Je sais pas. Enfin, il y a des basiques qu'il faut pas oublier, quoi. Alors après, tant qu'on parle de chaussures, il faut qu'on parle des crampons. Voilà, mes chers crampons, je ne veux pas dire qu'ils m'ont sauvé la vie, mais ils m'ont évité en tout cas l'hypothermie, parce que moi j'ai été gelé. Ça a été un vrai projet de les mettre, hein. Euh, quand on est gelé, on a envie de pas bouger, quoi, de rester recroquevillé. Donc il a fallu sortir le sac, enlever les crampons, enlever les gants, mettre les crampons. Donc clairement, c'est tout un projet ce truc-là. Mais une fois que je les ai eus, eh ben, j'ai pu descendre, quoi. J'ai pu descendre même très rapidement. J'ai senti que j'étais vraiment en sécurité, que j'accrochais. Parce que voilà, j'en ai monté un. Voilà, quand vous avez l'habitude, vous montez ça en 30 secondes. Vous vous rendez bien compte que dans de l'herbe pleine de flotte, ça va tenir, quoi. Avec ça, vous allez tenir, vous allez tout défoncer. Avec ça, vous allez juste vous casser la gueule et faire le toboggan, quoi. Ok. Voilà, malheureusement, il faut que je montre ça, quoi. Je pense que ça, c'est la boîte. Ça, c'est l'emballage des crampons, quoi. Voilà. Donc, ouais, ça prend un peu de place. Ça fait un petit peu de poids dans le sac à dos. Mais pareil, disons-nous la vérité, quoi. Vous ne visez pas la gagne. Le poids dans un sac à dos, moi j'ai jamais entendu personne qui dit je suis en difficulté, mon sac à dos est un peu trop lourd, j'arrive plus à avancer. C'est pas ça qui vous bloque. Le poids dans le sac à dos, il faut le suivre, il est assez important. Mais quand c'est gras, on n'est pas à 100 ou 200 grammes près, hein. Clairement pas, hein. Donc pour moi, ça, il faut vraiment que ça devienne un équipement de sécurité obligatoire quand on annonce du mauvais temps. C'est ultra efficace, ça s'appelle souvent des crampons en neige, mais dans la boue, c'est là vraiment, vraiment que vous verrez l'efficacité que ça a, quoi. Donc ça, enfin, pas besoin d'aller au vieux campeur pour en acheter, à la limite, hein. Sur Amazon, vous en avez des à 20 euros, 25 euros. Voilà, on arrête de se poser des questions, vous allez acheter ça, vous allez les tester, et vous allez vous rendre compte de la folie du truc, quoi. C'est excellent. Et ça va vraiment devenir un équipement de sécurité, quoi. Euh, alors, comme je vous disais, pas la peine d'acheter des chaussures à 250 balles pour faire de l'ultra, hein. Par contre, la veste, là, je dirais qu'il faut les mettre. Moi, j'ai eu très froid malgré ma veste Gore-Tex qui était le top il y a 10 ans, qui est toujours en très bon état, elle est comme neuve, je la mets pas souvent, mais clairement au bout d'une heure dans cette pluie horizontale, ça vous trempe, hein. Vous n'êtes pas mouillé uniquement sur les épaules, hein, vous êtes vraiment mouillé en latéral. Ça m'a trempé, j'étais glacé et pourtant j'avais deux couches en dessous, hein. J'avais une couche respirante comme ça et puis un manche longue. Voilà, j'étais glacé clairement, ça suffisait pas pour des conditions comme ça et je pense je vais investir dans une veste nouvelle génération vraiment technique, même si ça coûte 350 euros. Moi ça a été vraiment mon plus gros problème, c'est le froid.
Heureusement que j'ai pu mettre les crampons et descendre parce que une heure de plus dans ces conditions-là à l'arrêt, j'aurais pu faire partie des 15, je pense, personnes victimes d'hypothermie, quoi. Puis voilà, ouais, au niveau des extrémités, chaussettes, gants, clairement, prenez-en deux de chaque, quoi. Si la course avait continué, moi j'aurais remis des gants au ravito suivant. Je sais pas si j'aurais changé les chaussettes, peut-être pas. Mais en tout cas, quand la pluie se serait arrêtée, j'aurais voulu changer mes chaussettes, c'est un vrai luxe. Et je l'aurais fait, quoi. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que j'ai pu amener quelques informations utiles. Et puis surtout, voilà, reposez-vous bien les questions de bon sens quand vous partez sur du trail à mauvais temps. On voit ce que ça amène comme conséquence. Donc voilà, faites preuve de bon sens, achetez un petit peu du matériel de qualité, mais ça sert à rien non plus d'aller trop loin, notamment dans les chaussures, on l'a vu, quoi. Et puis voilà, c'est à ce prix-là qu'on va pouvoir continuer à exercer notre passion vraiment en sûreté et puis avec plaisir, quoi. C'est quand même le but. Allez, merci à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Et puis peut-être une prochaine, je pense que je ferai une vidéo dédiée aux crampons sur des prises d'images que j'avais prises cet hiver. Voilà. Allez, merci à tous.